bonjour à toutes et tous. Voilà, mais généraliste, 3 petits points. Dans mon texte, j'ai véritablement placé 3 petits points de suspension, un petit peu comme un gros soupir. Parce que quand on m'a proposé cette thématique, j'avoue que j'étais pas fortement emballée. Mais finalement, à la réflexion, je trouve que cette thématique n'est pas si mal. Alors, je ne vais pas vous la détailler la pratique généraliste parce que vous la connaissez déjà plutôt bien. Je pense que ça fait votre quotidien. Mais je vais plutôt questionner deux acceptions du terme généraliste que j'ai retenues. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que Oui, super. Donc, je me lance. Et donc, au travers de ces deux acceptions du terme généraliste, je pense pouvoir relever quelques problématiques qui sont vécues au quotidien par notre secteur. Et donc, dans un premier temps, comme le disait Clara, il y a un petit peu cette notion de fourre-tout qui est derrière l'acception généraliste. Et fourre-tout, ça sonne formidablement bien, au risque même de se confondre avec faire tout. Quand on est généraliste, on fait de tout. Et le risque est alors de toucher un peu à tout sans vraiment rien faire suffisamment bien. Faute de formation, faute de spécialisation, faute de moyens ou faute de temps. Et donc la question finalement, c'est être généraliste par choix ou généraliste pas le choix. Donc ici, j'ai plutôt l'impression que souvent, on est généraliste pas le choix. Les problématiques sont complexes, multiples, imbriquées. Ça fait des années qu'on le dit et je ne vais pas ici refaire la liste de toutes les personnes qui, à nos yeux, ne devraient pas être en abri de nuit, en maison d'accueil, en accueil de jour, en accompagnement post-hébergement ou en lien avec le relais santé, par exemple. Et donc, si généraliste est un terme fourre-tout, social l'est aussi, et nous le savons tous. Quand une problématique n'est pas clairement définie, eh bien, elle est sociale, elle devient sociale et elle arrive chez nous. Alors, entre nous, bon, moi je suis psy de formation et dans le secteur de la santé mentale, on a aussi l'impression qu'on on est un petit peu le réceptionnaire de la patate chaude et que quand un problème n'est pas social, il est psy. Et donc, je pense que chacun a un petit peu l'impression d'être l'écueil des limites auxquelles les autres secteurs sont confrontés. Alors, les problématiques sont donc complexes, elles sont multiples, elles sont imbriquées, et c'est là que nous faisons de l'accompagnement généraliste parce que pas le choix. Il y a vraiment cette question qui est fréquemment entendue dans la bouche des travailleurs sociaux, qui est celle de si c'est pas nous, qui va le faire? Et alors on le fait. On le fait par souci éthique, on le fait par souci déontologique, on le fait aussi par humanisme, tout simplement. Peut-on dire non parce que ce ne serait pas notre métier, parce que nous ne serions pas assez formés, parce que notre structure n'est pas adaptée? Donc le public sans abri, le public mal logé, le public en errance, en insécurité, ces naufragés, le public le plus éloigné du système, du logement, de l'hôpital, peut-on le faire patienter en attendant qu'on nous donne les moyens adéquats? On ne peut pas dire non. Et donc, dans notre secteur, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on repousse les limites, on accueille, on accompagne. On repousse les limites professionnelles, les limites humaines, les limites structurelles, au risque de la crise individuelle, institutionnelle ou sectorielle lorsque la pression est trop forte. Je pense que Nadia évoquera la notion du bien-être des travailleurs dans notre secteur tout à l'heure. Et donc, le directeur d'une institution se demande souvent s'il doit continuer à repousser ses limites, au risque de donner un mauvais signal au pouvoir subsidiant. Donc, je ne sais pas si Madame Carler est toujours parmi nous, mais j'ai vraiment à cœur de lui dire, et je pense qu'elle s'en doute, que lorsque nous faisons un peu de tout, eh bien, ça ne veut pas dire que ça peut continuer ainsi. On le fait parce qu'on n'a pas le choix. Alors, je vous disais tout à l'heure que j'étais un petit peu voilà, dubitative face au terme généraliste, pas très preneuse, mais heureusement, il y a une autre notion, que cette notion de généraliste, pas le choix. Il y a ce généraliste qui le fait par choix, celui qui fait un travail socio-éducatif dans toute sa complexité, qui reconnaît l'autre dans toute sa complexité également. Et du coup, plutôt que de refiler une patate chaude en la catégorisant, en lui mettant une étiquette, on l'accompagne au travers de tous les domaines de sa vie. Et dans ce cas-là, c'est associé généraliste à global, à coordination, à fil rouge. Ce fil, ce lien, cet attachement qui est tissé dans la continuité, ce qui implique effectivement des services qui ont les moyens d'accompagner dans la durée. Le potentiel de ce fil rouge, de cet attachement est sécurisant face à un risque de morcellement, en particulier chez ce public ou ces publics.
Aux Trois Portes, chez nous à Namur, par exemple, on touche à toutes les tranches de vie. Donc Clara a cité toute une série d'agréments, d'activités que nous avions, mais on a aussi une crèche aux Trois Portes. Et on a un service de stabilisation pour sans-abri âgés. Donc on a comme ça une continuité, on touche à tous les âges de la vie potentiellement. Mais ce faisant, il y a clairement un premier écueil qui est celui de l'autonomisation, qui est quand même la finalité officielle de nos pratiques, à tout le moins de nos maisons d'accueil. Donc, quand nous portons nous-mêmes le plateau qui présente tout le panel des offres disponibles, quelle autonomie on laisse encore à la personne? Comment orienter à défaut d'un spécialiste disponible? Et donc, devons-nous continuer à accompagner cette personne dans tous les domaines de sa vie, dans tous les âges de sa vie éventuellement? Devons-nous continuer à innover, créer au sein de notre secteur au risque de maintenir la personne dans notre secteur? Un autre écueil, c'est comment la personne peut-elle librement se raconter lorsque l'accompagnement assure une continuité et une approche globale. Et je pense en particulier à des situations qui nous questionnent chez nous, notamment lorsqu'une maman est hébergée dans notre maison d'accueil et dépose son enfant dans notre crèche le matin, et puis après son passage en maison d'accueil est accompagnée par notre service d'hébergement et notre APL, parce qu'on a aussi un agrément APL. Et donc ça pose question quelle place on laisse à cette maman d'être actrice de sa vie et de se livrer comme elle le souhaite à de nouveaux intervenants, à de nouvelles personnes qu'elle rencontrerait hors institution. Face à ces écueils, il est évident que la solution se trouve dans le décloisonnement, dans l'ouverture, dans le travail en réseau et dans la connexion avec la société. Le professionnel doit s'entourer, mais doit aussi aider la personne à s'entourer également en tant que citoyenne. Alors, en conclusion, pour être généraliste par choix et être généraliste tisseur de ce fil rouge, il semble que quelques ingrédients soient nécessaires et en particulier que chaque secteur concerné dispose des moyens nécessaires pour réellement se sentir concerné d'abord par cette thématique du sans-abrisme et de la précarité et qu'il s'implique ensuite et ensemble surtout. La fin du sans-abrisme n'est possible qu'avec ce fil rouge, tissé par les travailleurs, par les personnes elles-mêmes, mais certainement aussi par les autorités politiques. Et donc, une stratégie politique doit être concertée et coordonnée. On le sait, on l'a entendu Madame Carler, l'intention est là et on a vraiment hâte de pouvoir toucher à certaines opérationnalisations concrètes. Il y a évidemment des pas en avant et on les voit, mais il reste des outils sous-utilisés. Qu'en est-il par exemple de la fameuse conférence interministérielle que Jean Peters évoquait dans le chat tout à l'heure, cet outil qui permettrait de rebattre les cartes et qui serait l'occasion, alors peut-être rêver, peut-être qu'on a trop d'attentes la concernant, mais l'occasion de sensibiliser ou de resensibiliser les autres ministres concernés, puisque le social n'est évidemment pas que l'affaire des ministres de l'Action sociale et de la lutte contre la pauvreté. Juste simplement une parenthèse, en France par exemple, les pratiques Housing First sont financées principalement par le ministre de la Santé. C'est vraiment le point de départ du financement de ces pratiques qui visent pourtant une insertion par le logement de personnes sans abri. D'autres outils sont à créer et je pense notamment à cette suprastructure régionale, pour reprendre le terme que Grégory avait utilisé lors d'un précédent webinaire de l'AMA en décembre 2020, ou à cet observatoire du sans-abri que Madame Carler a cité tout à l'heure. Même si on ne parle peut-être pas de la même chose a priori, j'entendrais davantage une structure de coordination, de support, d'analyse et de soutien à la mise en place de politiques innovantes et efficientes. C'est un maillon qui semble inexistant en région wallonne, alors qu'il existe depuis plusieurs années en région flamande et en région de Bruxelles-Capitale. Alors, quoi qu'il en soit, nous sommes et serons toujours là, car si les services d'aide aux sans-abri n'existaient pas, eh bien, ils se réinventeraient. Voilà, merci à vous tous.